Samedi 28 décembre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Voici les titres. C'est une saisie exceptionnelle. Le 23 décembre, le Bougainville a intercepté un navire de pêche à 1300 km de Papeete. À son bord, 550 kg de cocaïne. 14 personnes originaires d'Amérique du Sud ont été interpellées. En cette fin d'année, on poursuit notre série de rétrospectives. Ce soir, focus sur l'économie, inflation maîtrisée, cherté de la vie, tourisme au beau fixe. Un tour d'horizon que notre invité Nui Hauloré, représentant non inscrit à l'Assemblée de Polynésie, commentera avec nous. Ce matin, le maire d'Amas Tewira a célébré les 2 derniers mariages de l'année, portant à 68 le nombre d'unions 2024 dans la commune. Un moment de bonheur et d'émotion. 550 kg de cocaïne, c'est une prise de stupéfiants exceptionnelle que viennent de réaliser les militaires des forces armées de Polynésie. Lundi 23 décembre, le Bougainville a intercepté un navire de pêche battant pavillon espagnol à 1300 km de Papeete. 14 membres d'équipage ont été appréhendés. Un sujet de Mireille Théato et Naya Bennett. 550 kg de cocaïne. Il s'agit de la saisie la plus importante depuis 2017. Une opération complexe menée sous l'autorité du Haut Commissariat avec la coopération de la police australienne. Une saisie effectuée à 1300 km au sud de Papeete par les militaires du navire Bougainville. Je peux vous dire qu'elle s'est du coup bien déroulée, elle s'est faite en sécurité, aussi bien pour l'équipage que pour également l'équipage du bateau à raisonner. C'est des opérations sur lesquelles on est formé, sur lesquelles on est entraîné et ça fait partie du panel d'opérations que peut faire le Bougainville. Ces autres opérations sont par exemple de soutenir les autres services de l'État et du pays pour garantir la sécurité et préserver la zone maritime de Polynésie française. Depuis 2016, le bateau Rami, battant pavillon espagnol, est le 9e navire intercepté par la Marine nationale dans les eaux internationales ou polynésiennes, rappelle le vice-procureur, pour un total de 4,5 tonnes de cocaïne sur la période. Alors pour l'instant, ils sont placés en garde à vue. Les gardes à vue donc, doivent se dérouler sur un maximum, donc, comme la loi l'indique, sur un plan de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée de 4 jours, de 96 heures. Donc on ira peut-être au maximum de ce délai. Et donc une décision sera prise à l'issue des gardes à vue, des investigations qui auront lieu sur les téléphones, sur les GPS qu'on aurait éventuellement trouvés, sur les documents de bord également, pour pouvoir orienter utilement cette procédure. Selon le vice-procureur, la drogue n'était pas destinée au marché polynésien. La gendarmerie et les agents de l'OFAST poursuivent l'enquête ouverte pour trafic international de stupéfiants. En 2024, l'inflation marque le pas, plus 1,3% et le soleil brille toujours sur le tourisme. Mais le coût de la vie reste élevé alors que les mesures contre la vie chère se font attendre par l'opposition. Le monde économique est marqué par un changement de tête au ministère de l'économie, suivi d'une série d'annonces fiscales. Retour sur les temps forts de l'actualité économique de ces 12 derniers mois, Esther Cuneo. Après une année 2023 record pour le tourisme, 2024 s'annonce tout aussi radieuse. De quoi conforter le marché de l'emploi, particulièrement boosté cette année par les Jeux Olympiques. Mais la ferveur des Jeux et leur retombée économique pour le Fénois n'ont pas éclipsé le coût de la vie. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos salaires, nos pouvoirs d'achat diminuent de jour en jour. Et puis, ils n'ont pas l'air de se rendre compte, c'est tout. Vous voyez le prix des terrains, le prix de l'alimentation. Et puis, ils te disent, on a arrêté l'inflation. Ben, heureusement. Dans ce contexte, le Conseil des ministres a augmenté le SMIC de 2,38% à partir du 1er mai, portant ce dernier à 1024 francs de l'heure. Au-delà de l'inflation, c'est la PSG qui est au centre des préoccupations depuis la suppression de la TVA sociale fin 2023. Oui, c'est un sujet majeur puisque la PSG, ça comporte essentiellement pour nous en tant que les salariés la retraite et la maladie. Et si malheureusement on ne se trouve pas les fameux taxes sociales qui est rapportée à la CPS 9 milliards, on ne les a pas, il faudra qu'on augmente les cotisations. Et pensez-vous bien que si on augmente les cotisations, les entreprises et les salariés ne vont peut-être pas être très contents.
Il faudra attendre la fin de l'année pour avoir les premières annonces de la réforme de la PSG, à commencer par la suppression du principe de primauté du RGS. De quoi récupérer près de 3 milliards de cotisations sociales. 2024, c'est aussi l'année de changement de patron au MEDEF. Seul candidat en lice, Steve Amblin succède à Frédéric Dock aux commandes d'une organisation plus que jamais échaudée par la loi fiscale. Les nombreuses réticences des partenaires sociaux face au ministre de l'économie, Tevaiti Pomare, auront d'ailleurs raison de lui. Celui-ci sera remplacé fin août par son conseiller technique, Warren Dexter. Sa mission, réconcilier le patronat avec le gouvernement. On sait que c'est quelqu'un de compétent. Maintenant, alors, on va se mettre au travail, on va se rencontrer. Voilà. Et puis on verra comment il communiquera. Mais en tout cas, voilà, nous, on est vraiment prêts à travailler avec lui. Son arrivée au ministère est suivie d'une série d'annonces sur la fiscalité, comme la hausse de la TVA sur le sucre, la baisse des frais d'achat immobilier, une taxe sur les voyageurs internationaux ou encore une refonte des taxes hôtelières. 2024, c'est aussi l'année des inaugurations. Celle du terminal de gaz de Hitia ou des 4 fermes solaires de la Presqu'île, portées par les groupes Sioux, MOUX et la société Itonoi du groupe Engie. Au total, près de 60 000 panneaux solaires doivent permettre d'augmenter de 5% la production d'énergie verte au Fénois. On peut faire de la coactivité et on peut, je dirais, faire de la production d'énergie renouvelable. Et ça, c'est un vrai héritage qu'on veut laisser aux générations futures pour qu'ils puissent s'inspirer et continuer dans le même principe. Voilà. Malgré l'envolée du tourisme, les compagnies aériennes connaissent une période trouble. Air Tahiti Nui accuse 10 milliards de francs de pertes cumulées depuis 2022. À la tête d'ATN depuis plus de 10 ans, Michel Monvoisin est alors remercié par le pays, actionnaire majoritaire. Turbulence également sur le marché local, où les deux compagnies se livrent une guerre des prix sans merci. Air Tahiti annonce le lancement d'une première classe, se positionnant sur le cœur de cible de sa concurrente, Air Moana. Un temps en grande difficulté financière, la jeune compagnie obtient finalement le soutien du pays et de nouveaux actionnaires. Elle annonce dans la foulée l'arrivée de Lionel Guérin au poste de PDG, une pointure de l'aviation qui a pour mission de rentabiliser la compagnie d'ici 2026. Continuez de parler économie. Nous recevons ce soir le représentant non inscrit à l'Assemblée de la Polynésie française, vice-président du parti à Herea Polynesia, Nuihaulore Yorana. À l'occasion de l'examen du budget 2025 du pays, tous vos amendements ont été rejetés. Ça veut dire quoi pour vous ? Déjà, c'est une grande nouveauté finalement que la minorité dépose autant d'amendements, et c'était effectivement notre objectif de faire en sorte qu'on ne soit pas exclusivement dans la critique, mais qu'on essaye de proposer sur tous les sujets une autre manière de voir les choses. C'est pour ça qu'on a proposé ces amendements. On a été assez déçus effectivement que la quasi-totalité ont été rejetés. Pour vous, ce budget 2025 du pays porte en lui l'idéologie indépendantiste du Tavini ? Pour nous, ce budget, c'est un budget finalement de continuité. On ne voit pas du tout de rupture. Le Tavini a fait une campagne électorale qui était basée sur la rupture. Je pense que c'est pour ça que beaucoup d'électeurs non indépendantistes ont choisi de voter pour le Tavini. Je pense que beaucoup ont été déçus parce que toutes ces promesses en fait de réformes et de changements, finalement, depuis 2 ans, on ne les voit pas du tout. Alors, c'est vrai que le gouvernement, l'année dernière, nous avait annoncé beaucoup de réformes pour le budget de l'exercice 2027. On ne les a toujours pas vues. Il n'y a toujours pas de réforme de fonds sur la protection sociale. Il n'y a toujours pas de réforme fiscale importante. Sur la cherté des prix, parce que c'est un sujet qui concerne tous les Polynésiens, on nous a annoncé une réforme du système des PPN avec un système de cartes destiné aux plus nécessiteux. Il n'y a toujours pas ce dispositif. Le président nous a annoncé à échéance de 10 ans ou plus 600 000 touristes, qu'il fallait repenser ATN. Il y a beaucoup d'annonces, énormément d'annonces, et de ce point de vue-là, on a effectivement un président qui est un bon communicant, mais derrière, et nous on le voit à l'Assemblée, aucune mesure importante n'a été mise en œuvre. Si on me posait la question d'un bilan au bout de quasiment 2 ans d'exercice, qu'est-ce qui a réellement changé dans la gestion du pays? Franchement, je n'ai pas grand-chose à indiquer par rapport à ce que nous voyons à l'Assemblée. Oui, j'aimerais revenir sur la hausse de la TVA sur les produits sucrés. C'est une bonne chose pour lutter contre l'obésité et le diabète, une bonne chose pour s'attaquer aux maladies qui coûtent des milliards à la CPS. Ou est-ce que c'est une menace sur le dynamisme de nos entreprises ? Moi, je ne pense pas que c'est en taxant plus et plus qu'on va arriver à changer les comportements.
C'est vrai que c'est compliqué. Les produits sucrés sont à l'origine de beaucoup de pathologies qui sont coûteuses pour la CPS et il faut faire beaucoup de prévention, même si on a le sentiment que ça ne fonctionne pas. Il faut changer effectivement depuis l'école les comportements. Donc de ce point de vue-là, je pense que un certain nombre de choses ont été réalisées, mais pas suffisamment. À côté de ça, augmenter aujourd'hui le prix des produits sucrés, quel qu'il soit, dans un contexte où l'alimentation a beaucoup augmenté ces 2-3 dernières années, je ne pense pas que ça aille dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat des Polynésiens. C'est ce qu'on a dit à l'Assemblée. Encore une fois, c'est le problème de la fiscalité. Ce gouvernement, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, semble penser que c'est en augmentant les taxes et les impôts qu'on va régler les problèmes. Pour nous, ces taxes et ces impôts aujourd'hui constituent le problème parce qu'elles diminuent le pouvoir d'achat des ménages et finalement, en ce moment, les caisses du pays sont particulièrement remplies. On est à plus de 51 milliards de trésorerie, c'est une première historique, pas parce que le pays est bien géré, parce que les prix ont beaucoup augmenté et mécaniquement les taxes augmentent et elles tombent dans les caisses du pays. Je pense qu'aujourd'hui le vrai problème c'est le pouvoir d'achat des ménages, des Polynésiens, notamment des plus modestes et je pense que c'est pour ça on a vu en 2024 énormément de conflits sociaux, et notamment le dernier qui concernait la catégorie D des fonctionnaires du pays. Donc, pour nous, augmenter les impôts, ça n'est pas la solution, c'est aggraver le problème. Alors, sur le corps historique, vous venez de l'annoncer, 50 milliards de réserves, le pays peut investir dans des projets structurants, soit redistribuer ou justement faire baisser cette pression fiscale. Que faut-il faire selon vous? Absolument. Nous, on a fait des propositions pour permettre au pays de se désendetter plus rapidement parce que nous avons énormément de dettes et qu'on les paye. On paye des intérêts. Les intérêts et le capital en remboursement est passé de 11 milliards à 17 milliards. Ça fait quasiment 6 milliards de plus que nous payons tous chaque année. Et donc, c'est pour ça que nous plaidons pour une accélération du remboursement de la dette. Mais surtout, pour nous, dans ce contexte-là, où les caisses du pays sont pleines, le vrai sujet, c'est de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Et on est dans un contexte où on peut baisser massivement les impôts. Ça veut dire aussi que le pays doit faire des économies, doit diminuer son train de vie, doit essayer de réduire les dépenses inutiles. Et ça n'est pas la voie que nous voyons aujourd'hui. Je pense qu'il y a des habitudes qui se prennent rapidement. Dans chaque collectif qui a été présenté à l'Assemblée, nous avons essayé de proposer des pistes de réflexion pour baisser ces dépenses publiques et parvenir à baisser les impôts. Chaque fois, les propositions que nous avons faites ont été rejetées. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui un nouveau ministre de l'économie qui est plus sensible, qui a une vraie connaissance du tissu économique et qui partage beaucoup des propositions que nous faisons. Par contre, il n'est pas le seul au gouvernement et il y a une idéologie qui fait que ces mesures-là, elles sont mises de côté. Et c'est dommage parce qu'on va en payer le prix dans les années qui viennent. Le SMIC a augmenté de 2,38% au 1er mai pour aider les familles les plus modestes. Les familles les plus aisées s'en sortent, mais la classe moyenne perd beaucoup en pouvoir d'achat. Comment l'aider? Déjà, pour nous, toutes les mesures fiscales qui ont été mises en place depuis 2 ans ne sont pas bonnes. Elles rendent finalement difficile l'investissement et l'activité. On le voit avec ce texte-là qui a été soumis au CESEC, où on veut taxer encore plus les loyers, les dividendes, les Airbnb, qui sont déjà très taxés. Et finalement, avec ce type de mesures, je pense que le gouvernement va décourager encore plus le peu de personnes ici qui continuent à vouloir investir et à créer de l'activité. Aujourd'hui, on est en compétition avec l'ensemble des pays du monde et beaucoup de pays essayent d'attirer les investisseurs. Et nous, au lieu d'avoir cette démarche, on fait fuir nos investisseurs. Il faut bien se rendre compte que l'essentiel des investissements qui sont réalisés en Polynésie sont faits par des locaux, par des gens d'ici qui croient dans leur pays. Et le fait d'augmenter de cette manière les impôts, d'ajouter de la difficulté concernant le VFA, concernant la défiscalisation, concernant les exonérations qui existaient pour les matériaux de construction, finalement, on vient décourager l'investissement. Et ce qui est mis en avant, finalement, c'est la situation de précarité de beaucoup de personnes, mais ce n'est pas comme ça qu'on va aider les plus démunis. Je pense qu'en ayant cette politique fiscale, on va décourager les investissements et l'activité, il y aura moins d'emplois et finalement on aura encore plus de personnes dans la pauvreté. Et c'est de ce point de vue qu'on essaye d'intervenir à l'Assemblée, y compris en déposant des amendements pour bien montrer au gouvernement qu'on n'est pas dans une opposition idéologique.
on essaye de pointer du doigt le fait que ces choix sont des mauvais choix. C'est sûr qu'on va pas en voir les conséquences dans les 3 mois, dans les 6 mois qui viennent, mais lorsque vous découragez les personnes qui peuvent investir, parler de la classe moyenne, finalement, dans les 2, 3, 4, 5 ans qui vont venir, on va voir des investissements qui vont diminuer progressivement. Et dernier point, le président a parlé d'aller chercher des investisseurs à l'extérieur, notamment à Singapour. On ne les voit toujours pas. Et nous pensons que les premiers investisseurs de notre pays, ce sont les locaux. Parlons de la réforme de la protection sociale. En 2025, la majorité entend faire passer la fin de la primauté du RGS, le régime des salariés, soumettre à cotisation les dividendes des entreprises et les revenus locatifs. L'objectif, récupérer près de 3 milliards de cotisations sociales. Vous êtes favorable à cette mesure? Comme je disais, il y a 50 milliards dans les caisses du pays et le pays n'arrive pas à les utiliser. On a une situation où le pouvoir d'achat des ménages est le plus faible de ces 20 dernières années compte tenu de l'inflation importante. Ce n'est pas parce que l'inflation a été maîtrisée cette année que les prix ont diminué. Non, les prix restent très élevés. Quand vous allez faire vos courses, vous le voyez. Vous voyez la différence qu'il y a dans le caddie. Et donc cette mesure, alors j'aime bien ce terme-là, la fin de la primauté du RGS. C'est un beau nom en fait, mais ça cache une chose qui est très simple, c'est taxer encore plus ce qui est déjà taxé. Les loyers sont déjà taxés, les revenus locatifs sont déjà taxés, les dividendes sont déjà taxés. Donc on vient ajouter une couche de taxes supplémentaires en se disant ça va résoudre le problème. Non, ça va décourager ceux qui aujourd'hui continuent à croire et investir dans notre pays. Je pense qu'avec ce niveau de trésorerie du pays, je pense qu'il faut complètement changer de logiciel. Comme on le dit depuis 2 ans à l'Assemblée, on est dans un contexte où le pays a les moyens de se permettre de baisser massivement les impôts et de s'obliger lui-même à faire des efforts avant de demander à la classe moyenne et à tous ceux qui veulent encore investir de payer encore plus de taxes. À faire des efforts, à faire des économies. À investir, on a la chance d'avoir des personnes qui croient dans notre pays. La plupart des gens investissent ici, des gens qui ont atteint un certain âge, qui ont fait des économies, ils n'investissent pas dans d'autres pays, ils décident d'acheter un 2e appartement pour les enfants, ils décident d'investir pour assurer une retraite plus importante. Et donc ça permet de relancer l'activité, ça donne de l'emploi à des gens dans le bâtiment et ça permet finalement de faire tourner la machine économique. Mais si vous dites à ces personnes, on ne veut pas de vous, on va vous taxer encore plus, allez investir ailleurs, à un moment, ils vont le faire. Oui, avant de conclure, parlons un peu de votre parti. Vous avez mis en place l'école de la gouvernance. Ça porte ses fruits, sachant que les municipales sont en 2026. Notre objectif, c'est vrai qu'il y a les municipales, mais c'est vraiment de former une nouvelle classe de personnes qui veulent s'impliquer dans la vie publique, en leur donnant toutes les connaissances, c'est-à-dire en expliquant comment fonctionne le budget, comment fonctionne la PSG, quelles sont les compétences des communes pour avoir des élus mieux formés et mieux en capacité d'avoir de vrais débats. On le voit à l'Assemblée, on a beaucoup de nouveaux représentants qui ne connaissent pas les rouages de l'Assemblée, qui ne sont pas suffisamment formés et on se dit que c'est aussi le rôle des partis politiques de former cette nouvelle catégorie d'élus. Merci en tout cas, Nuyo, d'avoir... Juste un dernier mot pour souhaiter tous mes voeux de réussite, de bonheur et de prospérité à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Merci en tout cas pour les souhaits et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ce matin, à la mairie de Mahina, le maire Damas Tewira a célébré 2 mariages, les derniers de l'année, mais ils auront été plus nombreux que d'habitude en 2024. Regardez. Clint, John Mati, Ravahiti, Tevahine, Martina, Teriki, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Les 2 dernières unions de l'année scellées, Kianumati, Ravahiti, Tevahine ainsi que Teinoa Pito et Hinarore Bele, ont échangé leurs vœux sous le regard bienveillant du maire de Mahina. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère décontractée. Faites-vous face, regardez-vous bien dans les yeux, un regard profond, envieux, amoureux. Je n'existe plus, je ne suis plus là, et vous n'êtes plus là non plus. Pour le Tavana, dont la mairie aura célébré 68 mariages cette année, c'est à chaque fois une joie. Je suis là pour accompagner et de faire mon devoir républicain. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à chaque mariage. En tout cas, les messages qui ont été véhiculés aujourd'hui, ça ne peut que conforter la volonté de vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a atteint 68 mariages en Mahina. Je dis que c'est un beau score pour Mahina. 2024, ce sont en effet 11 unions de plus qu'en 2023 dans la commune.
On a atteint le chiffre de 68 et voilà, c'est comme ça, c'est l'ambiance du direct. Les gens sont heureux et on continue même pendant l'interview. Et c'est un moment particulier qu'il faut célébrer et faire corps aussi avec nos deux tourtereaux. Hein. Les fêtes de fin d'année à peine finies, les mariages reprendront. Le prochain est prévu le 3 janvier 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez le Huratapairu 2024 suivi de la Star Academy. En vous souhaitant une excellente soirée sur Tétinui Télévision. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.